C'est parfait. Bonjour, je vais commencer cette série de théories par le commencement de l'ère des Pokémon. Et tous les Pokémon ont une origine en commun, créée par Arceus, qui est petit, rose, enfantin, et je parle bien de Mew. Mais pendant des millions d'années, Mew va se transformer en une quinzaine d'individus qui ont tous disparu à l'exception de deux. Je vais vous parler des Pokémon fossiles. Arceus créa la vie, roue dans la terre, Kyogre la mer, Dialga le temps. Bon, si vous avez déjà vu le point culture sur les Pokémon, vous devez savoir. Prenez cette vidéo pour une suite à partir de Mew. Pour les Pokémon fossiles, 8 vont nous intéresser par leur moyen d'évolution face à la vie. Avant de commencer, il y a 4 catégories de Mew. Il n'y a que 2 espèces, l'Eptera et les Aeropteryx. Mais Eptera, on s'en fout, celui qui nous intéresse c'est l'autre. Comment se fait-il qu'Aeropteryx vole très mal? C'est justement pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est le premier Pokémon oiseau à savoir voler, donc il s'est à peine habitué à planer. La deuxième raison, c'est que dans le ciel, il a déjà un prédateur plus évolué que lui qui sait mieux attaquer et voler en même temps. Et c'est notre fameux Terra. Si Aeropteryx essaye de s'entraîner dans les airs, c'est à mort assurée. Donc il est obligé de se déplacer d'arbre en arbre pour éviter de se faire remarquer. La famille des migrateurs est constituée de 5 espèces. Armaldo, Charcot, Genesect, Kabutops et Rexilius. Mais je vais parler que d'eux deux. Armaldo ressemble beaucoup à une espèce animale nommée Anomalocaris, qui est une de vos espèces disparues. Et cette espèce est omnivore, comme Armaldo. Mais la différence entre mon monde et le vôtre, c'est que dans vos mers, il y a plus d'espèces aquatiques qui vivaient, alors que dans les nôtres, il n'y a que des ammonistères et des relicantes qui pouvaient se protéger. Mais puisque la viande se faisait de plus en plus rare, Anorith était obligé de s'attaquer aux Pokémon terrestres, devenant petit à petit bipède. Et après la victime capturée, il rentra dans sa grotte pour la manger. Excusez-moi. Au final, Armaldo sera le premier Pokémon à vivre sur Terre et sur la mer. Et on finit avec Charcos. La raison qu'il y a un crâne atrophié est très simple. À l'époque à Sinnoh, il n'y avait que des Charcos et des Bastiodons. Pour protéger leurs petits, les Bastiodons avaient déjà une phase d'acier. Et à force de se cogner dessus, les Charcos commenceront à avoir une bosse qui la transmettront de génération en génération. Bon, c'est fini avec les Pokémon migrateurs, maintenant on va passer aux Pokémon. Les Pokémon ayant pris cette aptitude sont souvent des Pokémon soit bateaux, soit lents ou soit lourds. C'est parce que leurs ancêtres les Mew qui ont pris cette catégorie ne bougeaient presque jamais. C'est aussi une raison pourquoi ils sont herbivores et qu'ils n'ont pas besoin de manger de viande. Ce qui les rendra plus corpulents et plus hostiles face aux prédateurs. Dans cette catégorie, il y en a 5, mais on va s'occuper que de ces 3-là. Ces Pokémon vivaient en paix à Sinnoh jusqu'à quand une grande querelle s'éclata pour la fin. Car les ancêtres de Charcos n'avaient plus rien à manger. Ils ont forcément dû exterminer les autres espèces qui vivaient à Sinnoh. A l'époque, les Bastiodons ne pouvaient pas se défendre des Charcos, donc ils étaient obligés d'attaquer tête baissée, au sens propre du terme. Un camp se battait, l'autre se défendait. À force de répéter les mêmes querelles, Charcos et Bastiodon commençaient à avoir un visage et un crâne dur. Si Bastiodon a un type acier, c'est forcément qu'il en mangeait. Et pour avoir le dessus sur Charcos, c'est la seule explication possible pour son type acier. Passons maintenant à Dragmara. Je vais vous expliquer pourquoi Dragmara est type glace. On va déjà s'intéresser sur la description du Pokédex d'Amagira. Ce Pokémon placide vivait dans les contrées au climat froid, loin de la menace d'un violent prédateur comme Axilius. On pourrait imaginer que les Dragmara vivaient en paix comme les Bastiodons, mais qu'un autre prédateur est venu les attaquer, et je parle bien de Rexilius. Les Bastiodons pouvaient se défendre des Charcos grâce à leur face tout en restant chez eux, mais pas pour les Dragmara. Rexilius est plus violent que Charcos, car ce dernier ne faisait que donner des coups de tête. Alors qu'avec Rexilius, c'est pire. Il arrache sa cible avec ses dents. Pour finir un combat en une demi-seconde, c'est mieux que de donner des coups de tête. Puisqu'ils pouvaient ni se défendre ni se battre, les Dragmara étaient obligés de fuir vers un endroit où les Rexilius ne pouvaient pas les suivre. Et les endroits où ils sont réfugiés, c'est la route 17 et la cabane glacée. Et puisque le type dragon déteste le type glace, alors les Rexilius ont dû abandonner leur fuir. Au final, les Dragmara s'adaptent à leur environnement et prennent le type glace. Et on finit avec mon fossile préféré, Vassilis. Et donc on y est, je vous montre le mien. Comme vous pouvez le voir, Vassilis ressemble à une plante carnivore. Et ce n'est pas un prédateur sexuel. D'accord? Oui, parce que ça, c'est des tentacules. Et non bref. Il y a sûrement une question que vous n'êtes jamais posée, c'est comment ça se fait qu'une plante soit un Pokémon? Et bien sachez qu'avec Mew et sa morphologie, rien n'est impossible. Une hypothèse dit que Mew commença à se couvrir de feuillage pour manger de la nourriture dans un territoire ennemi ou à charpenter des œufs. Mais cette habitude va le déformer car les feuilles qui recouvrent son corps vont fusionner avec son métabolisme, ce qui va lui acquérir des propriétés végétales comme la croissance.
Et puisque la tête est considérée maintenant comme un bourgeon, alors la tête va pousser et grandir, ce qui va créer Lilia et Vasilis. Mais Vasilis n'est pas 100% une plante. Mew est encore là et là. Oui, même les pénitentacules qu'il a sont des organes. Ça peut même être un organe sexuel. Car moi sinon, je vois aucune possibilité. C'est fini avec la catégorie des robustes. Maintenant on va passer à la dernière catégorie, qui est constituée de 2 Pokémon. Et je parle bien des... Oh les mains! Donc je disais... arrête de m'ignorer! Sinon je tire à 3. Les derniers Pokémon sont... 1, 2, 2,25, 2,50, 2,75. Je t'avais prévenu. 3. Téléporte! Ah, là c'est mieux. T'aurais pas pu me téléporter plus loin? Désolé. Putain, en fait, elle est où ma caméra? Ça fait mal. Bon, en tout cas, ça va prendre 1 heure à sécher. C'est bon, c'est sec. Je disais donc, les 2 Pokémon restants sont Stracy et Relicanth. Ces Pokémon ne sont pas des fossiles car ils ont survécu grâce à leur longue vie. Car en effet, pour vous, Relicanth est un Coelacanth. Et un Coelacanth, ça vit au moins 400 ans. 400 ans! T'as le temps au moins de faire 10 ou 11 générations de père en fils. On peut conclure qu'ils vivent très lentement. Mais pourquoi? Et bah, puisque nos 2 bêtes marines viennent des profondeurs, ils n'ont aucune luminosité, donc pas de chaleur. Et s'il ne fait pas chaud, l'eau est froide. Logique. Et c'est grâce à ces congélations que les 2 bêtes vivent plus lentement. Mais attention, Relicanth n'est pas l'ancêtre des Pokémon de poisson. C'est un cousin, car logiquement, s'il n'a pas évolué, il ne peut pas donner de descendance. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis Stracy dans les Pokémon fossiles, c'est parce qu'il vivait à la même époque. Tout simplement parce que le Pokédex dit, il sommeille sous terre depuis son apparition, il y a plusieurs centaines de millions d'années. On découvre parfois en creusant des cavernes. En tout cas, le lien avec Stracy et Mew est simple. Stracy est né de l'énergie des pouvoirs des Pokémon. Quand par exemple un Armaldo se bat contre un Vasilis, ils échangent les attaques. Écosphère, Plécroix, Écosphère. Bref, ils utilisent leurs pouvoirs pour les transformer en éléments. Et ces éléments dispersent beaucoup de l'énergie. Et cette énergie va se faire absorber par un certain joyau qui se trouve dans la grotte miroitante et qui va lui donner vie. Et cette pierre, c'est Stracy. Mis à part Genesect, tous les Pokémon fossiles ont un type roche. Mais ce type est 100% artificiel. Sauf pour Stracy. Car avant leur passage à l'état fossile, ils n'avaient qu'un seul type. C'est le type qui leur précède. En fait, il y a une théorie pour tout cela. Ensuite, ils disparaissent et laissent une trace de leur ADN sur de la roche. Ensuite, on clone les Pokémon avec ces données, grâce à ces fragments d'ADN, et grâce au clonage, le Pokémon a pu hériter de son ancien type et de la roche qui a pu créer son corps. Et pour finir cette vidéo, on va terminer avec l'arbre généalogique des Pokémon fossiles. Car vous avez pensé que tous les Pokémon fossiles descendent de la même manière que Mew, comme ce qui est représenté sur la carte. Mais leur véritable arbre généalogique est celui-ci. Et je vais le prouver pour certains Pokémon. Si vous demandez pourquoi j'ai mis Armaldo comme l'ancêtre de Kabutops, c'est parce que la description de Kabutops correspond bien à Armaldo. J'ai dit Kabutops plongeait dans les profondeurs pour trouver ses proies. Apparemment, ce Pokémon vivant sur Terre est l'évolution d'une créature marine, comme le prouvent ces changements de branchies. On va passer maintenant à Genesect. Il y a une théorie selon Pokétrouve que Genesect est un ancien Kabutops. Mais moi j'ai créé une théorie que Genesect est en fait un Armaldo. Pour ceux qui ne sont pas d'accord dessus, je vais vous montrer 4 preuves. La première, c'est que Genesect et Armaldo ont tous les deux le type insecte. Bon, ok, c'est pas suffisant. La deuxième, c'est que Genesect et Armaldo sont tous les deux de la même couleur en shiny. Et puisque Genesect est récent, son rouge à lui a été rénové. La troisième, c'est que Genesect et Armaldo ont tous les deux de la même taille de griffe. Toujours pas convaincu? Et bah passons à la dernière. La quatrième preuve, c'est que dans le Pokédex de Genesect, on précise qu'il est un Pokémon insecte des temps anciens, modifié par la Team Plasma. Le canon dans son dos a été grandement amélioré. Si son canon a été amélioré, c'est forcément qu'il en avait qu'un. Malheureusement, notre pauvre Kabutops n'en a pas. Par contre, avez-vous vu le dos d'Armaldo? Un propulseur! Et c'est là qu'on voit le point commun. Le canon de Genesect sert à voler, alors que le propulseur d'Armaldo sert à le propulser, mais dans l'eau. Par contre, c'est vrai que la forme du corps, mis à part les griffes, ressemble bien à Kabutops. Peut-être même que Genesect est la descendance d'Armaldo et de Kabutops. Et pour finir cette vidéo, on va parler du véritable ancêtre des Pokémon de Dragon, Ptera. Comment conclure que Ptera est bien l'ancêtre des Pokémon de Dragon? Tout simplement parce que vos ptérodactyles ont disparu, et qu'ils n'ont laissé aucune descendance. Et si leur race ne s'était pas éteinte, vous auriez peut-être pu avoir des dragons. Mais nos ptérodactyles sont toujours en vie. Ils ont donné une bonne lignée de Pokémon Dragon. Rexilus est l'ancêtre des Pokémon Dragon au sol, et Ptera est l'ancêtre de tous les dragons. Bon bah c'est fini pour cette théorie, maintenant, bon bah ciao. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Kiko, et il tirait dessus, mais il a fui, donc je suis revenu ici. Il était en train de filmer. Tu es sûr? Oui. Vite, rentre à la base.